Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle édition de l'émission À travers qui entre chez vous. Comme vous le savez déjà, à travers cette émission, la télévision Pacifique vous donne la possibilité de découvrir des personnalités inspirantes, que ce soit par leur détermination, leur sagesse pour certains, leur créativité pour d'autres ou leur capacité de travail. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau Madame Marie-Elisabeth Chantal Coutard. C'est une femme aux multiples talents en tant qu'infirmière, styliste, modéliste, éducatrice, bibliothécaire et doublement distinguée Toastmaster. Madame Coutard, bonsoir. Plaisir de vous recevoir. Merci de l'honneur. C'est tout un plaisir pour moi également, Vladimir. Et je profite pour dire bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez, à tous les téléspectateurs de la station Télé Pacifique. Voilà. Merci, mais un panégyrique, mon Dieu. Je me posais la question, est-ce que c'est de moi qu'on parlait? Ben oui, c'est bien de vous. Donc, on va parler de vous et c'est un immense plaisir, Madame Coutard, de parler de vous. Donc, derrière cette femme inspirante, derrière cette femme remarquable, il y a un parcours, il y a une histoire. Donc, nous allons explorer les défis, les revers et les victoires qui ont contribué à façonner cette personne exceptionnelle que vous êtes. Mais on ne peut pas faire cela, et Madame Coutard, sans passer par la famille, sachant que la famille occupe une très grande place au sein de la société. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre famille, celle dans laquelle vous avez pris naissance, celle qui vous a vu grandir? Bon Dieu, ma famille. Moi, je la trouve extraordinaire, ma famille. Ah, super. Je l'aime beaucoup, ma famille, et je me dis que j'ai eu la chance de naître au sein de cette famille. Je dois vous dire que ma mère, c'est une fille Maniga. La sœur du défunt Leslie Maniga. Et mon père, c'est un heurtelou. Et lui, il a été directeur aux affaires économiques au ministère des Finances. Et les deux sont partis déjà. Mais j'ai eu le bonheur de vivre avec 4 sœurs, dans un premier temps. Parce que mon papa et ma maman avaient divorcé, nous étions gosses. Ma mère s'était remariée, elle a eu une fille. Mon père, de son côté, ça c'est une histoire, il s'est remarié, mais pas d'enfant. Et puis, ils ont divorcé et se sont remariés. Ce qui fait que avec la famille, nous étions 6. Nous étions 5. 4 sœurs, même mère, même père. Une autre sœur de ma mère. Et mon père a trouvé moyen d'avoir une autre fille encore. Donc, nous sommes 6 filles. Il était parti élargir la famille. Oui. Et nous sommes 6 filles. Mais on s'entend parfaitement bien. Parfaitement bien. Nous avons grandi choyés, gâtés. Nous n'étions pas riches. C'était une famille qui se débattait avec la vie. Mais ils nous ont inculqué des valeurs que je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à perdre. La jeunesse a tendance à perdre. Et le fait que nous ayons été très unis, d'ailleurs, c'est mon père qui m'a appris à danser. Ma mère était institutrice. Et je pense que dans cette famille, surtout ma famille maternelle, il y a eu cette connexion à partir des lettres et de l'éducation. Parce que du côté de ma mère, c'était l'éducation, le savoir qui était important. Mais du côté de mon père, c'était le vivre ensemble. Et mon père aimait que lorsque la famille est réunie, il cherchait tous les moyens pour pouvoir réunir la famille et vivre ensemble. Ce moment. Qui fait que aujourd'hui, nous cherchons tout le temps des occasions, des opportunités pour être ensemble. Évidemment, avant cette difficile période dans laquelle nous vivons, nous autres, les filles, nous sommes toutes mariées, mères de famille. On s'arrangeait pour que, une fois par mois, une d'entre nous recevait la famille. Ah, super. Et on inventait toutes sortes de gadgets, toutes sortes de choses. Des fois, on allait avoir l'italien, un dîner italien. Une autre fois, c'était mexicain. Mais on s'arrangeait. Et le 24 décembre, il y avait toujours le réveillon familial. Donc, nous avons hérité de valeurs extraordinaires. Est-ce que tout était toujours rose?
Lorsque mon papa et maman ont divorcé, c'était pas rose. Ouais, c'était difficile. C'était difficile. Et nous autres, lorsque nous avons grandi, nous sommes devenus adolescents, nous avons commencé à avoir des petits amis. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, moi, je suis tout oui. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais terminé ma philo. Et je prenais des cours de dactylo chez Maurice Laroche pendant que j'étais en philo. Mais tout de suite après, je suis tombée en amour avec un homme. Et puis, je me souviens, un jour, il m'a dit, on va au cinéma. Et pour aller au cinéma, il fallait demander l'autorisation à mon papa une semaine à l'avance. Et pour encore être autorisé à y aller, il fallait qu'une de mes sœurs m'accompagne. Alors voici la société dans laquelle moi j'ai grandi, avec ce respect et puis cette obéissance des parents. Pas de gain droit sorti, sont pas informés parents, sont pas informés. Il faut informer une semaine à l'avance, oui. Il faut dire qu'on devrait aller. Mon premier bal, je me souviens encore, c'était la Fédération haïtienne de volleyball. Là, on est en quelle année? Oh. C'est tout un exercice de mémoire. Un exercice difficile pour moi. Okay. Eh bien, mon papa était là, ma maman aussi. Nous avons été à Cabane Choukoun, je me souviens. Ah ouais, Cabane Choukoun. Et pour danser, si quelqu'un, un homme, un volleyeur, un ami venait nous demander, il fallait demander à mon père d'abord l'autorisation. Donc, c'était, il fallait demander au chef de la famille. Donc, sinon, il n'y aura pas de danse. Donc, c'est pour vous dire dans quelle atmosphère nous avons grandi. Je sais avoir été aussi choyée, gâtée, malgré ces restrictions familiales, il y avait aussi cette facilité ou bien cette aisance que les parents nous laissaient pour faire d'autres activités. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre le piano. Ma mère m'a inscrite Feu et comment il s'appelle, je ne me rappelle plus son nom. Et ensuite, j'ai fait partie de l'équipe de volleyball. Ah, raconte cette partie. L'équipe, je me souviens, une petite anecdote encore. On aimait, ma sœur et moi, ma sœur aînée et moi, on a évolué ensemble. On aimait le volleyball, on aimait jouer au volleyball. Et j'étais la plus jeune de l'équipe d'ailleurs, au CIM, Cœur Immaculé de Marie. Et puis, un jour, nous avons désobéi, ma sœur et moi, ma maman, à la maison. Un dimanche après-midi, on voulait sortir. Ma maman a dit, non, vous ne sortez pas. On s'était dit, bon, on avait les cousines qui habitaient tout près. On lui a dit, on va chez les cousines. Elle a dit, OK. Nous sommes allés chez les cousines. Mais, les cousines recevaient une de leurs amies, une de leurs bonnes amies, qui n'habitait pas trop loin. Et en allant accompagner la bonne amie, nous sommes allés aussi. De retour à la maison, il y avait une voisine qui a eu le temps de dire à ma maman que nous étions... Depuis la nuit des temps, il y avait ça. Ah oui, le quartier, c'était la vie de quartier. Et puis, ma maman a attendu que mon papa rentre. Vous savez ce que mon père a fait? Il a pris nos uniformes de volleyball, il les a brûlés en signe de punition. Et il faut dire que c'était deux petites passionnées. Hein. On était des passionnés. Le lendemain, nous sommes allés à l'école. Nous avons été trouver la sœur supérieure et nous lui avons raconté l'histoire. Mais la sœur avait besoin que son équipe fonctionne parce qu'on devait jouer contre telle équipe, contre la Lue, contre Sacré-Cœur, etc. Et puis, la sœur a... Mon papa est allé à l'école pour dire à la sœur que nous ne sommes plus dans l'équipe de volleyball. Et je ne sais pas, la sœur a parlé à mon père. Finalement, nous avons pu rejoindre l'équipe. Ah, super, super. J'imagine que vous étiez en joie. Oh, on était contentes. On était contentes, ma sœur et moi. Super, on était contentes. Et oui. Madame Kouta, en ce qui a trait à vos métiers, et c'est de la passion encore, et quelqu'un au sein de votre famille, et j'ai cru entendre que votre mère était éducatrice. Donc... Ma mère était éducatrice. Ma tante, ma marraine, sœur de ma mère, était éducatrice. Mon oncle était éducatrice. Du côté maternel, c'était des éducateurs. Et moi, j'avais décidé que je ne serais pas éducatrice. Du tout.
D'ailleurs, chaque fois que je regardais un professeur, je me moquais du professeur. Donc, je l'ai passé en dérision. Et j'avais dit que jamais je ne serais éducatrice. Mais il faut jamais dire Fontaine Jeune Boiré de ton nom. Tout à fait, tout à fait. Alors, comme ma marraine, que j'aimais beaucoup, une sœur de ma maman, qui était éducatrice à un moment donné, mais qui a changé, qui a été au Canada, qui a étudié le nursing, qui est devenue infirmière, qui a vécu aux États-Unis, je l'aimais beaucoup. J'ai dit que je serais infirmière aussi. Et elle a dit, OK, hop, elle m'envoie au Canada. Je fais mon nursing. Et je reviens en Haïti. Je travaille comme infirmière, un peu partout. Et puis, à un moment donné, après le tremblement de terre, vous voyez le temps que ça a pris, hein? Après le tremblement de terre, là où je travaillais comme infirmière, en chef, l'institution a été démolie, détruite par le tremblement. Et il se trouve que la USAID, dans son programme phare, était venue nous offrir une reconstruction antisismique, mais d'une école. Parce que lorsque la directrice est venue visiter l'institution là où j'étais, j'avais tellement d'enfants sur la cour, mais des enfants qui venaient manger, et parce qu'on avait la cantine aussi. Et avant de les faire manger, je les réunissais sur la cour parce qu'on n'avait plus d'espace, et je faisais une éducation sanitaire pour eux. Et c'est ainsi que cette directrice est venue, a vu toute cette pléthore d'enfants et a décidé que elle peut m'offrir 6 salles de classe. Est-ce que j'étais d'accord? J'ai dit oui, mais je dois aviser le directeur. Le directeur n'étant pas à Port-au-Prince, c'était à Saint-Domingue à cette époque. Je l'appelle, il me dit oui. Je dis oui. Mais maintenant, la directrice me dit, est-ce que vous êtes institutrice? Je dis non, je suis infirmière. Est-ce que cela vous intéresse? Je dis bon, mais oui, pourquoi pas? Et j'ai commencé à suivre une série de séminaires pendant qu'on faisait la construction, de séminaires sur comment diriger une école. De janvier à juin. Et tout de suite après, comme j'étais déjà Toastmaster. Nous allons y revenir. J'étais déjà Toastmaster à cette époque. Je vais auprès des sœurs du CFF. La sœur supérieure, je lui dis, j'aurais aimé comprendre, rentrer dans les sciences de l'éducation, parce que voilà que j'ai ouvert une école, le directeur m'a autorisé, voilà que je fais une classe pour des enfants de 3e année fondamentale, il me faut un matériel, un potentiel. Et puis, j'ai passé un examen et je suis rentrée en sciences de l'éducation. Ah, super. Qui fait que je fais aussi la science de l'éducation. Qui est devenue une passion, hein. Mais j'ai pris l'habitude de faire de toutes les professions que j'exerce une passion. Je m'y mets à fond, donc je ne suis jamais fatiguée. En tant qu'infirmière, j'ai travaillé, quand je suis entrée en Haïti, revenue travailler en Haïti, le premier poste que j'ai eu, c'était à l'hôpital militaire. Je suis rentrée comme infirmière, employée civile. Et moins d'un an après, la direction de l'hôpital m'appelle, me convoque et me dit, Miss Koutard, nous vous avons vu travailler et nous aurions aimé vous avoir dans un poste de responsable. Or, les postes de responsable, on ne les donne pas aux employés civils. Ah, tout à fait. Je leur ai dit, donnez-moi le week-end pour réfléchir. Et le week-end après le week-end, ils m'ont appelé. Mais j'ai essayé d'éviter la direction autant que faire se peut. Parce que du côté paternel, j'avais un oncle militaire dont je tairai le nom. Non, mais bon, il y a toujours on va dire, de l'humour autour de lui. Et bon, en fait, ça ne coûte rien. Là, on parle des forces armées d'Haïti. Forces armées d'Haïti. Comment était l'expérience? Donc, à l'époque, forces armées d'Haïti, maintenant, on a la police nationale d'Haïti. On a aussi les forces armées d'Haïti, mais pas comme à l'époque. Pas comme à l'époque. Mais tout à fait, comment était cette expérience, Madame Koutard? Cette réponse, c'est la réponse que j'ai dû donner, va vous montrer déjà comment la rigueur et la discipline étaient importantes.
et surveiller. Je pense que c'est là où j'ai appris à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant d'émettre une opinion, avant de parler. Parce que lorsque la direction m'a appelé après le week-end, et ils m'ont dit, quelle est votre réponse? J'ai dit, j'aurais aimé continuer à réfléchir. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Vous ne voulez pas servir la patrie? C'était sous Duvalier. Ok. À ce moment, quelle était votre réponse sur le show? Sur le show, j'ai dit, mais oui, je veux servir ma patrie, mais je ne suis pas obligée d'être militaire. Ils m'ont dit non. C'est après nous à laisser. Ils m'ont dit, il y en a beaucoup qui nous demandent de les faire intégrer l'armée. Alors que nous vous l'offrons. J'ai dit, bon, oui, pas de problème. À l'époque, c'était intégrer l'armée, mais devenir par la suite, encore en même temps, militaire. Oui, parce que nous avons dû suivre une formation pour cela. Et je vais vous dire, la discipline était telle que je suis tombée enceinte. Il fallait que je porte l'uniforme de l'infirmière militaire. Et je suis tombée enceinte. J'avais un gros ventre, je ne pouvais pas porter l'uniforme, donc j'ai commencé à porter des troupes amples. Et puis, un des directeurs, je me souviens, le docteur Verly m'appelle, me convoque à la direction. Vous n'êtes pas en uniforme? Pourquoi? Je dis, mais docteur Verly, je porte un bébé. Je dis, ça ne me concerne pas. Cela ne me concerne pas. Vous avez signé pour porter un uniforme, vous devez le porter. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas porter le pantalon ou la jupe uniforme. Et puis, il me dit, débrouillez-vous, sinon vous serez sanctionné. Et je vais auprès d'un autre militaire qui me dit, écris au quartier général, demande une dispense du port de l'uniforme. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec cette lettre, j'ai eu la paix. Donc, c'était pour vous dire que la discipline, elle était de rigueur. Elle était toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. La discipline. Et je pense que c'est une des institutions, et je suis vraiment désolée, qui aurait pu nous montrer garder une valeur en Haïti. La valeur du respect de la hiérarchie. C'est pas que on n'a pas l'opportunité d'émettre une opinion, mais la valeur de la discipline et de la hiérarchie. J'ai été nommée à un moment donné dans une commission d'enquête à l'hôpital parce qu'il y avait un problème. Mais il fallait enquêter. Et pour enquêter, il fallait aller jusqu'à Ouanamet. Et j'ai fait partie de cette commission, on est allé jusqu'à Ouanamet et aller remplir la tâche qui nous avait été confiée. Vous comprenez? Donc, je trouve que j'ai beaucoup appris à l'hôpital militaire. L'on doit dire que c'est c'est votre plus belle expérience en tant qu'infirmière? Non, je ne vais pas dire que c'est ma plus belle expérience. En tant qu'infirmière, non, je ne vais pas dire que c'est une expérience en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et j'ai eu l'opportunité, pendant que j'étais à l'hôpital militaire, je suis rentrée aussi à l'hôpital français. Comme infirmière responsable du service de nuit. Et là, c'était tout une chose. J'ai jamais cherché les emplois, je dois vous dire. C'est une cousine que j'avais qui devait être césarisée et qui avait décidé que c'était moi qui devais rester avec elle et que je devais rentrer en salle d'opération avec elle. Bon, je ne connaissais pas l'hôpital français. Et j'ai demandé l'autorisation, je suis rentrée. Et je l'ai assistée. J'ai assisté l'anesthésiste qui était là aussi. Et j'ai passé la nuit en post-opératoire avec elle. Et le lendemain, quand je suis allée la voir, le lendemain après-midi, elle m'a dit, tu sais, le directeur de l'hôpital demande pour toi. Je dis, oh, qu'est-ce que j'ai pris? À quoi j'ai touché? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bon? Et puis, j'ai essayé de fuir, de ne pas retourner. Mais lorsqu'elle devait quitter l'hôpital, elle m'a appelé parce qu'elle avait un problème avec le bébé. Je devais rester avec le bébé pour elle, qui avait un problème d'ictère. Et le directeur m'a rencontré et m'a dit, ah, j'avais besoin de vous. J'ai dit, oui. Vous êtes qui? On a fait des connaissances. Puis il m'a dit, je vous ai observé, mais j'ai besoin de vous pour être superviseuse pour moi, pour le service de nuit.
Qui fait que je suis rentrée, pendant que j'étais à l'hôpital militaire, je suis rentrée à l'hôpital français comme superviseuse en service de nuit. Et là aussi, j'ai fait une belle expérience. Mais, en fait, la plus belle expérience en tant qu'infirmière que j'ai faite, c'est lorsque l'armée a été dissoute. Bon, là, je ne pouvais plus aller travailler. OK. Et il y a quelqu'un, un des médecins de l'hôpital, qui m'a dit, on a besoin d'une infirmière qualifiée en dehors de la Croix des Bouquets, dans un endroit qui s'appelle la Tremblay. Mais c'est pour la santé communautaire. Or, à Sherbrooke, là où j'ai fait mes études, j'ai fait aussi des études en santé communautaire. OK. Et puis, j'ai été à contre-cœur, je dois dire, je dois avouer la vérité. J'ai été à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur? Parce que, comme je ne travaillais plus à l'hôpital militaire, mais il fallait que l'argent rentre, j'avais des enfants déjà. Mais j'ai ouvert ma propre salle de couture. OK. Parce que, entre-temps, j'avais appris la haute couture. Ah, j'ai bien dit au commencement, c'est une femme au talent multiple. J'ai appris la haute couture entre-temps. Et comme je venais d'être diplômée, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas ouvrir mon atelier? Et j'ai ouvert mon atelier. Et 5 mois après avoir ouvert mon atelier, on est venu me chercher pour cette institution en dehors de Port-au-Prince. Et quand j'ai fait mes calculs, j'ai vu que je gagnais dans mon atelier ce que je gagnais à l'hôpital. Okay. Alors que je venais de commencer. Donc, je savais que ça allait et aller plus loin. Donc, j'étais pas intéressée à aller travailler encore avec du monde. J'étais mon propre boss. J'ai ma propre entreprise. Donc, j'étais pas tout à fait enchantée. Mais bon, comme à 5 reprises, la demande a été faite, je suis allée voir. Et quand je suis allée, le chemin seulement pour rentrer là, c'est à 2,5 km de la grande route. Donc c'est à l'intérieur. C'est comme si j'avais eu l'impression que j'allais au paradis. Paradis. Paradis dans le sens que c'est loin de la civilisation, c'est loin de la popularité. C'est calme. Je rentrais dans un espace qui était presque en friche, même, je pourrais dire, qui n'était pas moderne. Et je voyais les animaux, j'écoutais les oiseaux, les nuages étaient beaux. C'est la vie. Je me suis dit, c'est comme si je suis en paix avec moi-même. Et j'arrive dans une institution de santé où je côtoyais vraiment des gens qui sont malades. Une communauté différente de du citadin. Une communauté où tu as envie d'apprendre aux gens comme les gens peuvent t'apprendre. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire cette expérience. Et je suis restée 20 ans. Alors que vous étiez réticente. Tout à fait. Et c'est là que j'ai fait mes plus belles expériences en tant qu'infirmière. Mais aujourd'hui, Madame Kouta, quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui souhaiterait faire carrière en tant qu'infirmière? Je lui dirais de toujours penser que être infirmière, c'est une vocation. Être infirmière, c'est pas un désir de faire de l'argent. On a vraiment besoin de gagner sa vie. Mais on ne sera jamais quelqu'un de riche financièrement quand on est infirmière. Et il faut se le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut sentir en soi ce besoin d'aider les autres. Ce besoin de montrer à l'autre quel serait le meilleur chemin par rapport à ce qu'on a appris. Et cela nous permet à nous de grandir aussi humainement et d'apprendre. Parce que avec ce groupe, j'ai appris que lorsqu'on fait une posologie, lorsqu'un médecin prescrit un médicament pour un patient, un autre patient, pour les mêmes problèmes, l'autre patient peut avoir besoin d'un autre médicament. Parce qu'il a aussi un problème psychologique différent attaché à lui. Donc, il y a la prise en charge affective du patient.
Et on se sent vraiment utile quand on travaille comme infirmière. Je vous assure, vraiment utile. Une fois, je me souviens à l'hôpital militaire, il y avait un militaire qui était hospitalisé, un homme âgé. Et puis, je suis entrée dans sa chambre et je lui ai parlé. Puis il m'a dit, Miss Couture, vous savez que simplement en parlant aux malades, vous êtes capable de les guérir. Ah, super. Je dis, non, je ne vais pas vous guérir, mais vous allez vous sentir mieux et vous allez faire l'effort. Mais c'est bien ça. Hein. Donc, c'est pour vous dire que oui, quelqu'un qui veut être infirmière, il faut pas se dire, je vais être là pour juste exécuter les ordres d'un médecin. Je vais être là pour aller plus loin, pour compléter ce que le médecin n'a pas fait. Parce que le médecin, il va venir, il va t'examiner, il va faire des examens, il va te prescrire. Mais toi, tout le reste t'appartient. Et c'est là que le travail de l'infirmière. Doit-on dire que les qualités, ou encore les bonnes qualités que devrait avoir une infirmière, c'est d'abord d'être passionnée et affective. Et quoi d'autre? Ah, avec une barrière. Hein. Sinon, oui, les infirmières seraient les femmes de tous les malades. Oui, là, il faut savoir mesurer et sa part d'affection et pour les malades. Oui. Aujourd'hui, Madame Couture, quel regard portez-vous sur l'éducation en Haïti? Ah, l'éducation, je suis désolée. Désolée parce que l'éducation est livrée à elle-même. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Livrée. Je suis rentrée dans le domaine, un petit peu tardivement, mais quand même suffisamment et consciente du fait que l'éducation a besoin de se ressourcer. Je suis rentrée, je vais vous donner un exemple. Quand je suis revenue du Canada, j'avais envie d'aller à l'université ici. Aussi. Pourquoi? Parce que lors de mes études à Sherbrooke, tous mes moniteurs de stage m'avaient conseillé de me faire infirmière psychologue. Vous savez, là-bas, il y a des infirmières ceci, infirmières cela. Parce que j'avais enfin, je vais dire, cet élan naturel pour comprendre l'autre, pour être un petit peu empathique. Alors, je me suis dit, quand je suis en Haïti, pourquoi ne pas aller? Je n'avais pas encore été à l'école de couture, hein. Pourquoi ne pas aller à l'université et prendre la psychologie? Je suis allée à l'université. J'ai fait une session. Après l'examen d'intra, on avait dit que ce sont les noms qui sont affichés, avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants. Les noms qui sont affichés qui seraient autorisés à continuer. Mon nom était parmi ceux qui étaient autorisés à continuer, mais je n'ai pas continué. Et pourquoi? Parce que je ne pouvais pas m'adapter au système. Ah, déjà, là, c'était déjà, c'est pour vous dire que j'ai trouvé que là où j'étais, une petite anecdote simple. Ma sœur et moi, nous avons été à Sherbrooke en même temps. Nous avons étudié, ma sœur aînée. Nous sommes toutes les deux infirmières. Le premier jour où on devait aller au laboratoire pour un cours de microbiologie. Toute la classe est rentrée dans la salle. Et il y avait une salle où il y avait des microscopes un peu partout. C'était bien équipé. Bien équipé. Et en rentrant dans la salle, le professeur remet une lame à chacun de nous et nous donne les instructions. Puis ma sœur et moi, on était l'une à côté de l'autre, mais chacune de nous avait son microscope et on essaie de trouver là où on devait insérer la lame. Parce que j'ai dû regarder faire les autres pour pouvoir insérer la lame. Mais à la fin, on devait noter ce qu'on voyait dans la lame. Ma sœur et moi, on n'a rien noté. On n'a rien vu. Et à la fin, lorsque le professeur a ramassé tous les devoirs, et puis il nous a appelés, il nous a dit, vous n'avez rien écrit. Il a dit, je n'ai rien. Moi, je dis, je n'ai rien écrit parce que je n'ai rien vu. Et puis il m'a dit, est-ce que vous êtes servi déjà d'un microscope? J'ai dit, c'est la première fois. Et il vient regarder et il dit, mais vous n'avez jamais enlevé le capuchon. Jamais. Ouais. Alors, j'étais gênée, ma sœur aussi.
Et je reviens en Haïti pour trouver la même chose, la même situation. Tout est une affaire de théorie. C'est écrit au tableau, il fallait recopier. Le professeur vient, fait son cours, a son livre, et lit pour nous. Et après avoir lu, ou s'il ne lit pas, il écrit au tableau. On recopie et puis on s'en va. C'est toujours la même chose. C'est ça l'éducation. C'est ça la formation avancée. Et ça m'a choqué. Quand j'ai travaillé en tant qu'éducatrice, j'ai voulu, moi, changer les choses. Parce que, à l'école, chez les sœurs, j'ai appris qu'il y avait d'autres approches, l'approche socio-constructiviste, que l'on utilise dans les autres pays. Pourquoi pas chez nous? Faire les enfants travailler en équipe et leur poser peut-être le problème, mais c'est à eux de trouver les solutions. Comme guide. Le professeur est là comme guide. Le professeur est là comme guide. Mais jusqu'à présent, c'est réciter par cœur. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que l'enfant apprend? Pourquoi ne sortons pas avec les enfants pour leur faire voir la nature, pour apprendre la biologie? Pourquoi? Laissez les enfants poser des questions. Donc, j'ai trouvé que on est encore très en arrière. Très loin. Très loin. Et maintenant, quand on a l'Internet est là. Les écoles, je ne dis pas toutes les écoles, mais il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas équipées pour cela. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La majorité d'ailleurs. C'est vrai. Et quand une école réussit à avoir 2 ou 3 appareils, il n'y a pas d'énergie. Oui, c'est vrai. Un problème, un autre survient, ben c'est comme ça, malheureusement. Et qu'est-ce que les enfants apprennent davantage? À danser, à se déhancher, Et on a un à exemple. dire n'importe quelle bêtise. C'est vrai, c'est vrai. Et l'exemple est vraiment clair en ce qui concerne les salles informatiques en Haïti. Donc, c'est très clair. Donc, aujourd'hui, Madame Kouta, bien avant de passer à votre devise qui est oser, agir, influencer, mais que vous inspire aujourd'hui la jeunesse? La jeunesse d'aujourd'hui vous inspire-t-elle? Par moment, oui. Parce que je la trouve engageante. Tantôt dans ce qui n'est pas bon, mais comme dans ce qui est bon. La jeunesse s'engage. J'ai rencontré des jeunes, particulièrement au niveau dans mon club Toastmaster, parce que mon club à Marilis, c'est un club réellement des jeunes, et je me sens beaucoup plus jeune aussi qu'elle. Vous êtes jeune, hein? Je trouve qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques. Super. Et ça, je les félicite parce que risquer, des fois j'hésite. Mais eux, ils se disent, mais non, on va y aller. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils n'analysent pas. Moi, pour prendre un risque, j'analyse toutes les facettes. Mais eux, les jeunes, ils voient une seule finalité, mais ils oublient les dangers qu'il y a autour. Donc, ils n'ont pas peur des dangers. Ils prennent des risques. Ils osent. Et ça, pour moi, il m'inspire dans ce sens. Par exemple, par les temps qui courent, un exemple simple, par les temps qui courent, la présidente de mon club actuel m'écrit et me dit, on va faire une fête en présentiel. Je dis non, moi je ne sors pas. Et puis il y a un autre membre qui écrit, oh super! Super, on en a besoin. Donc c'est pour vous dire que j'aime ce risque que les jeunes prennent. Super. Et maintenant, qu'est-ce que je leur dirais à cette jeunesse? Je leur dirais, vous partez, surtout la jeunesse qui part. Vous partez, c'est vrai. Actuellement, le pays ne vous offre rien d'intéressant. Mais pensez à revenir. Ce que vous apprenez là-bas, venez le mettre au service des autres. Parce que là-bas, il y en a beaucoup comme vous. Vous êtes anonymes. Des anonymes superbes. Mais ici, la main-d'œuvre, on a besoin de vous. Tout à fait. On a besoin de ce que vous avez appris. Donc, à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est difficile, comme vient de le dire Madame Kouta. Donc,
Il est vrai que nous partions, donc vous partez et chacun pense à partir à cause du problème de l'insécurité, mais pensez à y revenir, comme vient de le dire Madame Kouta. Oser, agir, influencer. Les autres. Partagez pour moi et cette devise, partagez avec nous. Qu'est-ce qui se cache derrière cette devise? Eh bien, comme ces jeunes, j'ai compris que tout ce qu'on a dans la vie et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas quelqu'un qui doit venir vous l'apporter sur un plateau d'argent. C'est à vous de le gagner. Gagne ton pain à la sueur de ton front. S'asseoir sur ses lauriers et se dire quelqu'un d'autre va le faire à ma place, non. Il faut oser le faire. Mais c'est pas seulement dans le sens de prendre des risques. Je vais plus loin que ça quand je parle d'oser. Vous êtes un leader. Vous n'êtes pas un chef. J'aurais préféré que nous ayons des leaders parce que le leader ose montrer à tout un chacun qu'il fait exactement la même chose. Qu'il n'y a pas de saut métier, mais qu'il n'y a que de sauts de gens. Le leader va venir dans cette salle. Il s'intègre. Il va s'intégrer. Il va oser mettre la main à la pâte. Pour montrer aux autres. C'est comme quelqu'un qui, moi j'ai une servante à la maison. J'ai une servante. Elle fait à manger pour moi, elle fait la lessive. Mais je lui montre que je sais faire ma lessive. Je lui montre que je sais cuisiner. Donc si elle n'est pas là, vous pourrez vous je vais. Et même lorsqu'elle est là, je lui dis non, ça c'est moi qui le prépare. Super. Donc, je n'ai pas à donner des ordres dans le sens fais ceci, fais cela, mais je vous montre le chemin. C'est ça le rôle du leader. Donc c'est pas un chef. Je vous montre le chemin, mais pas en pointant du doigt, mais en faisant aussi. Donc je vais dire osons descendre, osons sortir de ce carcan qui nous empêche de voir les autres comme ils sont, comme nous aussi. Osons faire ce que tout le monde peut faire. Nous sommes tous capables de faire ce que l'autre ou encore les autres savent faire. Alors, lorsque nous arrivons à mettre la main à la pâte, nous agissons. Nous ne faisons pas que de dire des choses. Nous bougeons aussi. Nous sommes actifs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le agir. Parce que agir, c'est l'exemple le plus frappant, le plus probant qui permet à l'autre de... C'est faire des actions. Voilà. Donc, oser agir. Mais à partir du moment que tu le fais comme ça, tu arrives à influencer tout le monde. Oh, c'est beau, hein. Tu arrives à leur dire, suis-moi. Suis mon exemple. C'est oser, agir, influencer. À vous, chers téléspectateurs, d'oser, d'agir, d'influencer. Le moment est venu de prendre notre première pause à l'émission à travers Restez branchés. Nous y reviendrons dans un court instant. Venez à peine de nous rejoindre, vous suivez l'émission à travers et sur le plateau de l'émission à travers, nous recevons Madame Marie-Elisabeth Chantal Coutard, éducatrice, bibliothécaire, styliste et doublement distinguée et Toastmaster, Madame Coutard. Toastmaster, DTM, doublement et distinguée Toastmaster. Oui. Et c'est quoi ce fameux mouvement et quelle est votre meilleure expérience dans le mouvement Toastmaster? Merci de me poser cette question sur le mouvement Toastmaster. Moi aussi, j'ai découvert Toastmaster un beau jour comme ça. Je devais prendre la parole et mon directeur m'a dit, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il s'appelle Toastmaster International. Alors, c'est quoi Toastmaster International? C'est un mouvement qui a été créé en 1924. Donc, il y a aujourd'hui 99 ans, par Ralph Smedley. C'est un Américain c'est un docteur en éducation aussi, qui avait compris que prendre la parole était difficile
pour beaucoup d'hommes, parce qu'à l'époque 1924, c'était les hommes qui prenaient la parole en public, pas les femmes. Et il a décidé de leur donner, de leur montrer des techniques pour pouvoir le faire avec beaucoup plus d'aisance. Et c'est ainsi qu'il a débuté avec un petit groupe de 20 personnes. Et ce groupe a fait boule de neige parce que d'autres qui ont entendu parler de cette activité ont voulu le faire chez eux. Et ça s'est étendu à travers le monde jusqu'à être dans au moins 147 pays. Ah, super, 147 pays. Oui. Et comment ils le font? Ce n'est pas une université où on va s'asseoir et écouter parler, mais c'est une université pratique. Quand je dis université pratique. Et qui fonctionne à partir de ce qu'il appelle des clubs. Pourquoi? Parce que Ralph Smedley vous dit que l'apprentissage est garanti lorsqu'il se fait dans un milieu convivial. Donc, on organise des clubs. Les clubs peuvent se réunir autour d'une table, dans une salle, et peuvent se réunir chez quelqu'un, entre amis. Mais il faut que ça soit convivial. Au début, c'était un qui invitait un autre. Mais maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, vous allez visiter un club et si vous êtes intéressé, vous faites votre demande d'intégration. Alors, les clubs se réunissent et la formation se fait à ce moment-là. Quelle est la formation? C'est une formation en communication orale. C'est-à-dire, on ne va pas vous apprendre à être journaliste, on ne va pas vous apprendre à être écrivain, mais on va vous apprendre à prendre la parole. C'est comme vous aimez la pratique. Exactement, par la pratique. Parce que pour lui, c'est à force de pratiquer les bonnes choses, et même les erreurs, et de recevoir une rétroaction, un feedback, que vous allez vous améliorer. Et à force de faire cette pratique, cela devient comme une routine. Et on devient un meilleur orateur. Là, Madame Kouta, et comment avez-vous surmonté les défis liés à la prise de parole en public grâce à Toastmaster? Et ça remonte à un travail acharné que mon mentor a dû faire avec moi. Parce que moi, je voulais prendre la parole comme je l'entendais. Mais il y avait une théorie derrière tout ça. Il y avait des principes, des règles. Et mon mentor, lui, était quelqu'un à cheval sur les principes. Et Toastmaster nous donne du matériel, des livres, des manuels, et pour nous guider. Alors, il fallait que je me conforme au manuel, à la discipline Toastmaster. Et mon mentor m'a aidé. Et ainsi, je vais vous raconter ce qu'il m'a fait, mon mentor, pour me permettre de prendre la parole avec aisance. Une fois, on l'avait nommé la télévision. Il y avait une télévision. C'était national ou bien, bon, je me rappelle. Télémax. Ok, Télémax à l'époque. À l'époque. Qu'il avait invité à venir aider il y avait un concours de Miss Télémax. Donc, les Miss qui étaient là, les 10 finalistes, il devait leur apprendre à prendre la parole. Donc, faire de l'improvisation. Et il m'a dit, viens, je t'emmène avec moi. Bon, je suis arrivée, j'ai vu ces 10 Miss, il a commencé à faire une théorie, à leur expliquer, et il leur a dit, vous allez passer à la pratique. Les Miss ont dit, non, on ne pourra pas, etc. Il a dit, bon, ok, je vais demander à Toastmaster Kouta de vous montrer comment faire. Je vais lui poser une question et vous allez suivre ce qu'elle fait. Je vais vous dire, je n'avais pas encore 1 an à Toastmaster. Il a posé une question et j'ai répondu. Les Miss ont dit, ah non, elle avait sûrement préparé ça à la maison. Il a dit, ok, chacune de vous va lui poser une question. Et j'ai improvisé 10 fois de plus. Alors, à partir de ce moment, j'ai compris que j'avais acquis quelque chose de différent. Cette possibilité, cette maîtrise par rapport à l'écoute. Une écoute active, reformuler la question et ensuite
délivrer la marchandise, Mais faire passer un message. Mais Madame Kouta, on ne peut en disconvenir que Toastmaster International a influencé grandement votre carrière professionnelle. Tout à fait. Parce que lorsque j'ai été directrice de la division D, je vais vous dire, je n'ai pas étudié la gestion des affaires. Je n'ai pas étudié l'administration. Vous comprenez? Le management. Je n'ai pas étudié ça. Cependant, j'ai été élue directrice de la division D, c'est-à-dire de tous les clubs Toastmasters qui existaient en Haïti à un moment donné. Donc, je devais superviser tout ce qui se fait. Mais ces clubs sont au nombre de... Actuellement, ils sont au nombre de 30, mais à l'époque, ils n'étaient pas 30. Et ce qui arrive, pendant un an, je l'ai fait, j'avais une équipe avec moi. Eh bien, qu'est-ce que cela m'a permis de réaliser à mon travail? À mon travail, mon supérieur m'a nommé directrice des opérations de l'institution. Grâce à Toastmaster. Grâce à Toastmaster. J'ai pu gérer. Cela signifie que Toastmaster joue un rôle de renforcement de la confiance en soi et de la prise de parole en public. Et du leadership aussi. Super. Du leadership aussi, parce que si j'ai pu gérer cela, il y a des manuels, ils vous donnent des manuels pour pouvoir vous préparer pour être ceci, pour être cela, pour tout ce qui a rapport au leadership. Il y a, parce que je sais que dans le mouvement Toastmaster, vous prenez la parole, donc vous faites des discours, vous improvisez. Il y a Mais nous faisons aussi des activités de leadership. Nous mettons en place des projets. Y a-t-il un projet qui vous a marqué, un discours mémorable que vous pouvez nous en parler? Donc, quel discours vous a le plus marqué? Le discours qui m'a le plus marqué, c'est un discours qui avait fait de moi une championne nationale. Quand de vous discours. Dites championne nationale. Un discours. Et c'est un discours que j'avais fait sur cette nécessité de nous relever de par nous-mêmes, parce que nous avons la capacité de le faire. Si nous nous mettons ensemble et nous laissons nos si de côté, tous les si que nous avons, nous les concrétisons, nous sommes capables de réaliser des rêves. Donc c'était ce discours qui m'avait marqué, parce que la façon dont je l'avais délivré, je l'avais pensé. Pour moi, j'étais convaincue, et je vais vous dire quelque chose, après avoir délivré ce discours, parce que j'avais parlé de projets de réhabilitation, de récupération des enfants laissés pour compte. Et c'était un projet extraordinaire. Après avoir prononcé ce discours, non seulement j'ai été championne, mais j'ai reçu des membres qui voulaient donner quelque chose pour ce projet. Ah, super, super. Le message a été passé. Oui, c'était convaincant. Et je n'oublierai jamais ce discours. Nous sommes là en quelle année? Et un petit exercice de mémoire, et peut-être que c'est... Nous sommes en 2000... Parce que je suis rentrée à Toastmaster en 2005. 2005? Ce discours, 8 ans déjà, hein? Je l'ai prononcé 8 ans après. Ah, 2005, là on est en 2013. Ouais. Super. Super, mais maintenant, Madame Kouta, pour que si un téléspectateur qui nous suit aujourd'hui, qui aimerait intégrer Toastmaster, il a besoin seulement d'aller sur les réseaux sociaux, il a besoin... maintenant, c'est un peu plus facile. C'est plus facile parce que si il va sur Facebook, il clique Toastmaster, il y aura beaucoup d'informations. Ça, c'est un. Donc, c'est facile en Haïti. Et il y a même un club créolophone en Haïti. Donc, ça que pas voulait parler français, ça que t'as préféré était là. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a un club qui parle anglais seulement. Gagné, c'est français seulement. Et gagné, c'est créole seulement. Ah, super. Et je suis une des fondatrices du club créolophone. Ah, ce club s'appelle... Combit. 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 Et oui, donc moi je dis, il y a sur les réseaux sociaux, il y a tapé Toastmaster, il y a besoin d'informations sur Toastmaster. Mais il y a un site là. Si elle sous site là, il mettez Toastmaster International.org,
Il a monté son page et puis il a besoin, est-ce que vous voulez chercher un club? Oui, on dit en Haïti, il a besoin de tout ça en Haïti. Il y a bon numéro de téléphone, toute belle adresse, toute belle. Dernière question sur ce fameux mouvement et Toastmaster et Madame Kouta. Y a-t-il Toastmaster ou encore des Toastmasters qui vous ont marqué? Il y a des Toastmasters qui m'ont marqué. Il y a des Toastmasters qui m'ont marqué. Il y a, actuellement, il y a le Toastmaster Philippe Moïse qui m'a marqué par sa persévérance, sa ténacité. Il est membre du club Fanvaria. D'ailleurs, c'est le premier club qui a vu le jour en Haïti. Et lui, il me marque. Je m'interroge beaucoup. C'est un leader, c'est un bon communicateur, mais qui n'a jamais voulu chercher le titre, le grade de distingué Toastmaster. Je dois vous dire que lorsqu'on est distingué Toastmaster, on a achevé le niveau complètement. On a fait toutes les étapes de la formation. Distingué Toastmaster. Et moi, je l'ai fait 2 fois. C'est mémorable. Je l'ai fait 2 fois parce que la première fois, c'était un programme différent du programme actuel. Et là encore, au niveau éducatif, c'était une leçon parce que ils ont actualisé les programmes. Donc, notre éducation ne s'actualise pas facilement. Mais eux, ils ont actualisé. Donc, je l'ai fait aussi dans le programme actualisé. Donc, j'ai fait tout le parcours. Mais oui, et Philippe Moïse, lui, il m'impressionne. Il y a quelqu'un d'autre qui m'impressionne. Pas par son verbe, mais par rapport à sa vision des choses. C'est le Toastmaster Patrick Laurent, qui est avocat aussi. Lui, il a une vision, il a une discipline. Il a été directeur, lui aussi, de la division. Et sa vision est très intéressante par rapport à ce que Toastmaster aurait pu offrir dans la société haïtienne. Voilà, et Madame Kouta, malheureusement, le moment est venu. Oui, j'aurais pu vous dire beaucoup d'autres. Tout à fait. Donc, les femmes aussi. Et ce sera pour une prochaine fois. Le moment est venu de mettre fin à cette émission. À l'émission d'aujourd'hui, nous étions vraiment contents de vous avoir sur le plateau. Merci encore de l'honneur. Et un dernier message, ce serait quoi? Un dernier message, ce serait oser, agir et influencer. Oser, agir, influencer, mesdames, messieurs, c'était avec vous Madame Kouta et sur le plateau de l'émission À Travers, et c'est ici que prend fin l'émission À Travers. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Restez branchés, la télévision est pacifique.